Proximité complète avec les acteurs de l'immobilier. Or, la question va se poser. Elle se pose déjà alors d'une manière un peu spéciale à travers ce que nous dit Stéphane Richard ces dernières semaines en disant que voilà, aujourd'hui ce qui coince c'est les syndics. Là. Alors bon, c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, il semblerait que ce soit pas forcément si vrai que ça. On va le voir tout de suite, cet article qui était dans Le Monde, voilà. C'était la semaine dernière. Voilà, l'opérateur originaire. Alors là, on parle des zones des ZTD, mais en l'occurrence, hop, voilà. Et voilà, les ZTD. Dans les ZTD, voilà, Stéphane Richard nous dit la faute en partie aux demandes d'autorisation auprès des syndics d'immeubles. Arnaud Pizy, merci d'être avec nous. Vous êtes gérant du cabinet Joël Pizy à Caen, membre du conseil d'administration de la FNAIM Basse-Normandie. Donc vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas un problème? C'est-à-dire aujourd'hui, on l'a bien compris, vous, c'est le bâti, et vous, Christian, c'est le à bâtir. Voilà. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui coince? Comment les syndics vivent justement cette entrée de la fibre dans leur bâtiment? Bonjour à tous. On vit ça plutôt bien au final. Nous, on vit le déploiement de la fibre dans les immeubles que l'on gère un peu en deux phases. On a la partie déploiement de la fibre dans nos parties communes. Oui. Où là, on a toujours eu affaire à des sociétés assez structurées. Et donc on a eu tout un protocole qui a été mis en place, un plan de câblage avec photo, repérage. Donc c'était travaillé très en amont, ce qui nous a permis tout de suite de repérer les éventuels problèmes pour nos parties communes. Parce que le souci, nous, que l'on a dans nos immeubles, c'est l'atteinte aux parties communes et que les nouvelles installations ne viennent pas dégrader ou détériorer les parties communes. Les parties communes, ouais. Donc cette première phase de déploiement de la fibre dans la gaine technique, principalement, rentrée sous-sol et déploiement dans la gaine technique, n'a pas vraiment posé de problème. Quelques cas ponctuels, mais jamais de blocage, proprement dit. Parce que comment ça se passe dans un syndic? À un moment donné, donc vous réunissez le syndic, vous dites aux propriétaires, est-ce que vous voulez faire rentrer la fibre? Là, en général, ils sont d'accord parce qu'ils ont compris que ça valorisait le bien. À 100%. Donc là, 100% À chaque fois qu'on a présenté une convention de passage de fibre dans nos assemblées générales, on a toujours eu l'accord de l'Assemblée générale. Et est-ce que c'est compliqué de le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, ça? Non. Alors pourquoi? Enfin, un tout petit peu de sémantique. Oui. Il y a le syndic que je suis et le syndicat des copropriétaires que je représente. C'est-à-dire que moi, en qualité de syndic, je n'ai pas plus de pouvoir que ce que l'Assemblée générale m'a donné. D'accord. Moi, je suis mandataire, je gère les parties communes pour les copropriétaires. Et par contre, un des pouvoirs du syndic, c'est de mettre à l'ordre du jour les questions qui concernent l'immeuble. Donc, mettre à l'ordre du jour le passage et la convention fibre, ça relève là du droit du syndic, ça relève de sa compétence. Donc ça, on a mis à l'ordre du jour à chaque fois. Après, le vote a toujours été favorable. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a une prise de conscience de la valeur ajoutée de la fibre pour les futurs occupants, qu'ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. Après, on a un petit distinguo à faire dans notre parc entre les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. L'occupant est celui qui vit dans son appartement, le bailleur est celui qui le donne à louer. Oui. L'objectif n'est pas toujours le même, suivant si vous habitez dans le logement ou si vous le donnez à louer. Oui. Il vote quand même, oui. Oui. Donc première phase, effectivement, vous mettez à l'ordre du jour, le syndic vote, les propriétaires sont d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe après et quel délai? Alors, après, là, le délai peut être un peu long. Ouais. Là, le délai peut être un petit peu long. Donc, nous, de la façon dont ça s'est fait sur Caen, on a collecté avec... alors, c'était Sogetrel qui était très présent pour nous comme interlocuteur. On récupérait les conventions, on les a soumises à toutes nos assemblées générales pour ce qui est de Caen. Après, au fur et à mesure, ça va se déployer. Il pouvait se passer quand même entre 6 et 10 mois avant que la fibre commence à arriver.
C'est 6 à 10 mois, ça correspond à un Ouais. délai de quoi? De préétude, de... Alors oui, nous c'est plutôt un délai qu'on a vécu comme préétude de la part De l'opérateur. de l'opérateur. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, il y a eu tout son passage de câble, tout son schéma de câble qui a été réalisé en amont, qui nous est soumis pour validation. Là, on reste maître parce qu'on n'a pas à revenir vers nos assemblées générales D'accord. dans ce cas-là. On valide et à partir de là, il démarre. D'accord. Et alors, quand il démarre, ensuite, bon, c'est pas fini. J'essaye de remonter un peu le fil de l'histoire. Donc, on vote, on a les préétudes, vous validez le schéma. Là, ils arrivent dans les communs. Alors, soit ça se passe bien, vous n'en entendez pas parler, Exactement. soit ils démontent La tout, vie est et là, par contre, ça grince. Ouais. Il démonte rarement. Oui. Non, rarement. Sur cette partie de déploiement dans les communs, il démonte assez rarement. Le seul souci qu'on a pu avoir, c'est quand la pénétration dans l'immeuble était dans une partie privative, une cave, un garage, où là, bon, faut aller démarcher pour aller récupérer les clés, l'accès à un logement fermé. D'accord. On est principalement là. Après, moi j'ai eu 2 cas sur le parc que je gère. J'ai eu 2 cas où il y avait un peu de génie civil à faire. Un peu de tranchée. Ouais, exactement. Alors là, par contre, c'est très bloquant puisque le génie civil est à la charge du syndicat des copropriétaires. Ah oui. Et donc là, il faut revenir vers l'Assemblée générale pour demander des travaux pour déployer la fibre. D'accord. Et là, par contre, on peut avoir un petit peu plus de, Là, ça peut coincer. de blocage. Ouais. Et ensuite, donc on est bien au début, vous leur dites, quand vous les réunissez en AG, vous leur dites c'est la fibre. Vous avez des gens qui vous disent mais est-ce que je pourrais rester chez SFR? Un autre qui vous dit est-ce que je pourrais rester chez Free? Bah oui, normalement c'est un réseau neutre et ouvert. Voilà, moi de ce qu'on m'a apporté comme information, c'est que c'était une fibre mutualisable et puis donc voilà, on pouvait garder son fournisseur d'accès sans aucun problème. Et là, de temps à autre, alors quand je dis de temps à autre, c'est souvent ou c'est arrivé souvent que vous ayez des remontées comme quoi finalement à un moment donné, oui. Alors, la question, elle revenait quasiment tous les soirs de l'Assemblée générale. Voilà, mais la question, oui. Et qu'on vous dise ensuite, bah non, je peux pas. Non, moi j'ai pas vécu ça. D'accord. Ah, non, moi j'ai vu que oui, il y a eu des cas. Moi j'ai pas vécu. J'ai pas vécu ce problème-là sur Caen et agglomération Cannes. Donc l'ingénierie a été bien faite, elle accepte tout le monde. Aujourd'hui, oui. Bon, mais ça c'est génial. Parce qu'il y a d'autres cas où effectivement il y en a qui ont eu des soucis. Donc vous, le bilan que vous faites par rapport à ça, est-ce qu'il faudrait arriver à réduire ce délai dans le dialogue que vous avez avec les opérateurs aujourd'hui, avec les gens qui viennent installer le raccordement? Vous auriez envie de dire quoi à cette communauté-là? Moi, c'est surtout sur la phase d'après. C'est sur le raccordement de l'appartement, c'est-à-dire quand je pars de la gaine technique vers l'appartement. Et c'est là où on touche les plus gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe à cette étape-là? Alors là, c'est le Far West. Là, c'est le Far West complet. C'est-à-dire que l'habitant donc de l'appartement va contacter son fournisseur d'accès pour être raccordé à la fibre. Ouais. Et là, arrive... Alors là, on ne sait plus qui arrive. D'accord. On ne sait pas. Arrive un technicien qui voit le départ dans la gaine technique, qui voit l'arrivée et qui, 9 fois sur 10, prend le chemin le plus court et alors sans se soucier du tout des parties communes. C'est-à-dire qu'on a des câbles qui vont passer un peu n'importe où, dans tous les sens. Alors, dans le meilleur des cas, il arrive dans un immeuble récent et il arrive à passer par la gaine existante. D'accord. J'ai une gaine entre mon fourreau technique et l'appartement. Il y a un fourreau qui est déjà là. Il arrive à aiguiller, il va jusqu'au bout. Là, tout va bien. Moi, je n'entends même pas parler. Mais alors, dans les immeubles un peu plus anciens, ou même dans les plus récents, la fibre est écrasée, pas de passage, ainsi de suite. Là, on n'a plus personne en face de nous. Personne ne vient vers nous pour nous demander comment on peut faire, comment on peut arranger, comment on peut passer, dans quelles conditions, quelles normes, quelles possibilités. D'accord. Donc on voit des choses absolument géniales. Moi j'ai vu sur mon parc un immeuble, le couloir est en dalle de faux plafond, du faux plafond type bureau, quoi. Mm-hmm. Et là on se pose pas de problème, un trou dans la dalle de faux plafond, on passe et on refait un trou dans la dalle de faux plafond. Alors qu'il suffit de soulever la dalle pour passer son câble, quoi. Oui, c'est ballot. Dans les portes de gaine technique, des trous à 10 cm du bord de la porte, voilà. Et sans parler des câbles qui sont juste collés. C'est-à-dire qu'un coup de pistolet à colle, le câble il est posé comme ça traverse les plafonds. Et là, nous, on n'a plus personne. Là, il n'y a plus d'interlocuteur. Non, là, on ne sait plus. Alors, on revient vers notre occupant pour lui dire qu'on a un souci, parce que
il y a quand même une atteinte à nos parties communes. Donc nous, on est garant des parties communes. Donc autant dire que derrière, j'ai du monde derrière qui me dit, monsieur le syndic, faites quelque chose, c'est lamentable. Moi, je fais quelque chose, mais vers qui, vers quoi, comment? Là, j'ai plus personne. J'ai pas un contact, il n'y a plus personne qui peut, moi, me diriger vers le service adéquat qui a posé pour pouvoir corriger, tout simplement. La plupart du temps, une baguette propre, une goulotte, enfin terminé. Voilà, ça fait propre. Mais donc, le souci, il est plutôt là. Il est sur le vraiment, et là, sur les derniers mètres, il est de la gaine technique à l'appartement. D'accord. Notre problème, il est là. Où là, c'est la foire. Et donc, ce que vous voudriez, c'est qu'à minima, ils signent leur forfait. Pour y mettre une étiquette comme nos amis d'Orange. Voilà, qu'on sache qui c'est. Et qu'on voilà, puisse Orange a équipé votre immeuble du réseau fibre-optique. Bon, il n'y a pas le numéro de téléphone, mais... Voilà, non, c'est ça. Et donc, derrière, nous, on ne sait pas vers qui aller quand on a un souci. Parce que Orange a équipé, mais ça peut être, bien sûr, un autre fournisseur d'accès qui est venu raccorder son client final. Ça marche. Ouais. En fait, normalement, c'est le fournisseur d'accès qui, le FAI, oui. qui en fait, assure la connexion en fait, du papier à l'intérieur oui. De l'appartement. Oui. En fait, l'interlocuteur, c'est le FAI. Oui, mais alors, à l'intérieur du FAI, vers qui voilà, mon souci, il est là, quoi. Parce que j'ai moi, je récupère qu'un 0800 où je crois imaginer où j'atterris. Donc, mon problème, il est là. C'est qui je peux avoir pour assez facilement, sans monter une usine à gaz, envoyer 3 photos. Sans tomber sur une plateforme téléphonique. Bah, donc, c'est mon tout bête, c'est envoyer 3 photos, lui dire voilà ce qui a été fait. On convient que c'est peut-être pas génial et comment on règle le truc, quoi. C'est juste ça. Compris. Bon, on n'est qu'au début de l'aventure. Je pense que l'an prochain, on va faire revenir la FNAIM et on va essayer de trouver des conventions entre l'Infranum, la FNAIM et la Smart Building Alliance, qui effectivement peut être un interlocuteur qui rapproche les promoteurs immobiliers des gens de la fibre. Christian Rosier, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, les bâtiments ready to service. Alors, c'est vrai, quand j'en ai parlé autour de moi aux participants, ils me disent mais les bâtiments neufs, tout est prévu. Bah, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Oui, donc en fait, moi, je représente une association qui maintenant a 5 ans d'âge, la Smart Building Alliance, et qui est née d'un constat très simple, c'est que quand on voulait amener de l'intelligence, entre guillemets, dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment de logement, un bâtiment tertiaire, on s'apercevait que toutes les solutions qui étaient mises en œuvre, c'était des solutions qui étaient liées à des systèmes propriétaires, parce que les industriels avaient bien fait leur job. J'étais dans le monde industriel avant, donc je sais de quoi je parle. Avaient bien fait leur job pour rendre captif, en quelque sorte, celui qui avait acquis un système, que ce soit pour piloter des volets roulants, de la lumière, de la gestion du confort. Et dans les bâtiments tertiaires, c'est encore un peu plus complexe. Et donc, la Smart Building Alliance, elle a fédéré, aujourd'hui, à l'heure où je parle, plus de 300 acteurs qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs du bâtiment, partant des donneurs d'ordre, donc des promoteurs, des bailleurs sociaux, des foncières, des architectes, des maîtres d'œuvre, des industriels, des fournisseurs d'énergie, etc. On a aussi aujourd'hui maintenant des acteurs autres qui viennent, comme des collectivités. Et on a fédéré ces gens-là pour essayer de se dire que le bâtiment allait être soumis aux mêmes lois, aux mêmes règles que n'importe quel écosystème. C'est les lois du numérique et de l'Internet. Et quand je dis loi du numérique et de l'Internet, c'est-à-dire qu'en définitive, jusqu'à présent, le bâtiment était finalement pas très intelligent. Hein, on peut même dire un peu con, quoi. Je pourrais dire. En fait, j'achète très cher un bien, mais finalement, il n'a pas beaucoup d'intelligence embarquée. Alors que je suis quasiment capable d'acheter une cafetière qui aujourd'hui va faire papa-maman à 35 €. Mon bâtiment que j'ai acheté, ou mon logement que j'ai acheté 300 ou 400 ou plus, 1000 €, finalement, il ne fait pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, dans une voiture, ce qu'on paye le plus cher, c'est justement l'intelligence embarquée. Et donc la SBA a travaillé autour de ça de manière complètement transverse. Pourquoi de manière complètement transverse ? Parce qu'il y a quelques idées maîtresses qui sont les suivantes. C'est de se dire, le bâtiment, il va devoir être évolutif, flexible, connecté et communicant. Tiens, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on rend le bâtiment
comment on le rend comme ça et pourquoi faire? Le pourquoi faire, c'est très simple. C'est parce que le bâtiment, au même titre que n'importe quel écosystème tend à offrir des services, il faut que mon bâtiment soit en capacité demain d'offrir des services. Que ce soit des services autour de l'énergie. Alors je vais prendre l'énergie, parce que je vais faire le plus grand projet en France avec les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, on dépense en France, en moyenne, 30 000 € de rénovation thermique par logement. Quand un bailleur social, il fait une rénovation thermique, il met 30 000 € par logement. Et il fait quoi? Je ne conteste pas ça, c'est très bien. Mais en fait, il vient rénover thermiquement le bâtiment, le bâti, pour baisser la facture de chauffage. Mais une fois que c'est fait, eh ben, finalement, j'ai diminué en partie le poste de chauffage, mais j'ai aucune intelligence embarquée qui me permettrait de faire mieux. Au même titre que si je prends le parallèle avec une voiture, les constructeurs automobiles, ça fait 20 ans qui ont déployé l'électronique pour optimiser les consommations, parce que ce n'est pas simplement en diminuant les matériaux, en faisant les mécaniques et un beau moteur que c'est suffisant. On a compris que l'électronique et l'informatique embarquée dans un moteur, c'était ce qui permettait de faire des grands progrès. Le bâtiment, aujourd'hui, il n'y a absolument pas ça. Et donc, nous, on pense que, par exemple, sur le sujet de l'énergie ne pourra faire des grands pas que si on intègre de l'intelligence embarquée dans le bâtiment. Et le numérique permet ça. Alors, je parle d'énergie. Je pourrais parler, si je reste dans le logement, de maintien à domicile. Il n'y aura pas de maintien à domicile digne de ce nom, d'accompagnement des personnes âgées, si nos bâtiments ne sont pas capables d'amener des services, mais des services qui ne sont pas simplement des mondes fermés parce que je suis un opérateur de service et je vais faire en sorte de rendre captif la personne à qui je vends mon service. C'est absolument pas ça qu'on pense. On ne pourra pas amener des services de sécurité, etc., etc. Et donc l'idée, ça a été de se dire, cassons ce paradigme-là. Quand je prends mon téléphone et que j'appelle quelqu'un, je ne lui pose pas deux questions. Monsieur, madame, est-ce que tu as le même téléphone que moi? Et est-ce que tu es sur le même fournisseur mobile? Ça va de soi. On est interopérable. Alors c'est le grand mot de la SBA. Interopérable, ça veut dire que finalement on est communicant. Et donc on a réfléchi jusqu'on est arrivé à faire ce qui s'appelle aujourd'hui le référentiel Ready to Service, qui est une première, qui est française, et je tiens à le dire, on peut être fier de ça. On a fédéré ces acteurs de manière complètement transverse et on a créé ce cadre de référence, Ready to Service. Aujourd'hui, la Commission européenne, les pays étrangers sont en train de s'intéresser à nos travaux. Le Canada s'intéresse à nos travaux, etc. On est en train de déployer ce référentiel en Belgique. On va le déployer au Luxembourg. Je pense après-demain en Allemagne. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, faisons en sorte que le bâtiment, demain, à chaque fois que j'ai dépensé 100 000 €, peu importe, sur de la technologie qui va permettre de déployer, numérique qui va permettre de déployer des services, il faut que cette technologie, elle ne serve pas simplement à un acteur qui va me fournir ce service, mais à tout l'écosystème. Alors, et dans ce schéma... J'avance un tout petit peu. Oui, voilà. Parce que dans ce schéma, en fait, juste une question, Christian. Vas-y. Je me dis, je vois pas les entreprises de la fibre là. Je vois pas finalement celui qui amène la commodité. Est-ce que c'est parce que ça va de soi? Je vais peut-être y revenir un tout petit peu après si tu permets. Ça marche. Voilà. Et je vais passer à mon arbre. L'arbre, il est très simple. C'est très imagé, mais finalement, je m'aperçois que beaucoup de personnes comprennent ça. On dit quoi dans ce référentiel? Il est assez technique. Donc là, on va le simplifier à travers cet arbre. On dit un bâtiment, il doit être imaginé neuf ou existant, parce qu'en fait, ce dossier ne s'adresse pas simplement au neuf, il s'adresse aussi à tout l'existant. C'est de se dire, on doit pouvoir identifier 3 couches. La couche du matériel. Alors, je vais reprendre un logement, très simple. Un capteur de température. C'est du matériel. J'ai investi un capteur de température pour faire quoi? Généralement, c'est pour gérer du confort. On est plutôt sur le silo ou la verticale confort. OK? Eh bien, on dit ce petit capteur, on va introduire dans le bâtiment, on va imposer le 4e fluide du bâtiment, qui est un réseau IP, Internet Protocole du bâtiment, au même titre que j'ai le gaz, j'ai l'eau, j'ai l'électricité. On dit qu'il y a un 4e fluide, il n'existait pas jusqu'à présent, on pense qu'il doit exister, parce qu'on va dans le monde numérique. Ce 4e fluide, il est représenté par ce tronc d'arbre. Et mon petit capteur de température, il doit à un moment donné, on doit imposer que la data
qui est livrée, qui est générée par le fait que je mesure une température, elle va passer par ce tronc d'arbre pour pas simplement alimenter une des branches qui est l'énergie, hein, mais potentiellement pour alimenter n'importe quelle fonction ou service. En d'autres termes, c'est de se dire, quand j'ai dépensé de l'argent pour un capteur de température qui au départ peut-être était plutôt adressé pour du confort, ce capteur et la data, elle doit pouvoir servir pour du maintien à domicile, pour de la sécurité, etc., etc. Et là, on est dans deux maîtres mots, mutualiser les infrastructures et les données du bâtiment et rendre ouvertes, interopérables les données du bâtiment. Il y a 3-4 ans, les industriels nous disaient « vous n'arriverez jamais à faire ça ». Aujourd'hui, tous les grands industriels, les Schneider, les Legrand, etc., sont tous en train de se ranger et sont en train de changer leur stratégie parce qu'on est arrivé à bousculer ces paradigmes qui étaient des paradigmes d'industriels propriétaires. D'accord ? Et ça change profondément les choses. Parce qu'au même titre que tu parlais de la voiture, aujourd'hui, on n'achète pas simplement une voiture parce qu'elle vous transporte d'un lieu à un autre. J'achète aussi une voiture parce que elle a tout un tas de fonctionnalités qui me permettent de me géolocaliser. Et vous regardez bien, hein, quand vous prenez un GPS, je prends la géolocalisation, j'achète une voiture Renault qui m'impose son GPS Renault, bien souvent, j'en veux pas. Parce que je ne veux pas forcément d'être dans la sphère du GPS Renault. Si j'ai envie d'utiliser Waze, parce que c'est mon choix, ou un autre, je veux utiliser Waze ou son choix. Je ne suis pas en train de faire la promotion. Ce que je veux dire, c'est que notre démarche est celle-ci. Le bâtiment doit être celui-ci. Et donc, ces travaux qu'on a menés, ils ont abouti en fin d'année dernière, enfin au mois de juin 2018, au premier label français des bâtiments connectés communicants qui s'appelle label R2S. Vous avez le logo là. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. L'architecture, elle est de dire, il y a plusieurs piliers. On parle d'équipement et d'interface, de connectivité, d'architecture réseau, de sécurité numérique, de management responsable et de services. Et donc, le gouvernement français qui a regardé nos travaux, il y a 1 an et demi, Julien de Normandie est venu nous voir et nous a dit écoutez, ce que vous faites, c'est absolument génial. Tu peux laisser plutôt sur la slide d'avant. On va soutenir, et donc il y a une charte des bâtiments solidaires humains qui ne fait que soutenir ces travaux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a un petit pavé au milieu qui s'appelle connectivité, oui, qui développe un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, le fait que même si je parle d'infrastructure numérique, si je parle d'interopérabilité de l'utilisation, il faut une certaine exigence pour avoir à un moment donné de l'Internet et donc du débit sur mon bâtiment. Et c'est là où, quelque part, on se rejoint. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis là depuis ce matin, moi je découvre un peu votre univers, quelque part. On voit bien qu'on parle des réseaux fibrés, etc. Et effectivement, ces réseaux fibrés, au final, quand on se remet dans le bâtiment, ils doivent servir à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est pas simplement l'Internet du locataire, hein, ou du propriétaire. Mon Internet pour faire... c'est déjà pas mal. Oui. C'est un début, mais c'est pas suffisant. Il y a un enjeu qui va être beaucoup plus important dans les années à venir, c'est l'Internet du bâtiment. L'Internet du bâtiment au sens... aujourd'hui, je travaille avec des bailleurs sociaux où on va déployer un réseau avec un FAI du bâtiment parce que stratégiquement, le bâtiment doit devenir beaucoup plus intelligent qu'il n'est. D'accord ? Donc, il va y avoir en fait l'Internet individuel, le mien, mais aussi l'Internet et le réseau du bâtiment qui est celui-ci. Dans du logement et encore une fois dans du tertiaire. Les enjeux du tertiaire sont encore beaucoup, beaucoup plus grands. Voilà. Et je reviens sur le logement social que je connais bien. Il y a 2 enjeux dans le monde du logement social, puisque j'ai fait une étude l'année dernière sur les 740 organismes en France. J'ai été missionné par l'USH. Les deux premières têtes de chapitre, c'est comment est-ce qu'on réduit la facture énergétique dans le logement social. Deuxièmement, comment est-ce qu'on réduit pour le bailleur social les coûts d'exploitation, maintenance. Réduire les coûts d'exploitation, maintenance, comme l'énergie, il y a une certitude. Moi, j'ai une certitude, c'est que si on n'a pas un réseau du bâtiment connecté, communicant, on ne fera pas des gisements de progrès. Donc, il va y avoir une valeur marchande, un bien, une valorisation de l'actif patrimonial de nos bâtiments, de nos logements, liés à ça. Et donc,
avoir pas simplement la fibre, parce que moi je peux amener un bout de fibre, si au final elle n'est pas raccordée à quelque chose, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est là où notre approche elle se fait. Et ce cadre de référence, il impose ça. On commence à avoir des métropoles, je vais en citer une par exemple, Dijon, qui a une stratégie et qui dit progressivement, je vais imposer dans tous les marchés publics le fait que les bâtiments, les constructions, elles soient ready to service. Le maire d'Orléans que j'ai rencontré dit la même chose. Aix, Marseille sont en train de se poser ces questions-là. Ça veut dire quoi? C'est que progressivement, on va imposer des schémas où on va demander à ce que les bâtiments soient ready to service. Et pour qu'ils soient ready to service, il va falloir que... Qui respectent ce référentiel. Exactement. Et finalement, donc, que tout le travail qui est fait en amont, il serve effectivement pour amener, encore une fois, pas simplement l'Internet du particulier, mais l'Internet pour l'ensemble des services. Voilà. Merci beaucoup Christian pour cette passion et ce référentiel qui est essentiel. L'an prochain, on parlera de raccordement. Donc moi, je proposerais bien qu'on ait une signature de convention entre l'AFNAIM, la SBA et Infranum. À mon avis, tout le monde y gagnerait. Ça fait avancer le chemin public. Exactement. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous visionneront sur les réseaux sociaux dès demain. Rendez-vous l'an prochain, évidemment. Merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci à nos intervenants, que je vous demande d'applaudir. Merci Sébastien. Et pour rentrer à Paris, le bus vous attend ici pour vous emmener à la gare routière. Vous montez dans un bus, direction Lisieux, vous descendez du bus, et là, c'est le train pour Paris. Et vous serez vers 7h30 à Paris. Voilà. On va faire ça alors.